Hello, aujourd'hui un épisode des commandants qui sont toujours forts. On va parler spécifiquement des commandants qui vont tourner autour d'un deck Kindred, qu'on traduit apparemment par clan, donc des decks qui vont tourner autour d'un seul type de créature. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si vous voulez que je continue cette série. Commençons donc par Mirim. Mirim est une 6/6 pour 6, 3 génériques et un Témur. Ça reste une dragonne, une carte qui a coûté 6 mana, c'est assez normal qu'elle ait quelques stats. Et puisque c'est un dragon, elle a le vol, logique. Quoi qu'en soit, puisqu'elle est sortie dans l'extension Baldur's Gate, et que dans cet univers, les drachéides peuvent prendre une forme humanoïde, on aurait pu lui retirer le vol. Mais ça c'est une autre histoire, en l'occurrence une histoire de game design, donc je vais pas m'y attarder. Toujours est-il que juste derrière le vol, on peut trouver Ward. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans les problèmes. Heureusement, et j'en avais déjà parlé concernant Voya, la défense talismanique a pour le moment disparu, étant jugée trop forte, due aux interactions avec cette dernière qui sont difficiles à mettre en place. Cependant, Ward est toujours là, ce qui lui donne de la protection. Mais bon, vous avez vu la carte, il reste un mur de texte. Et ce mur est la partie la plus importante de cette carte, puisqu'il dit « À chaque fois qu'un dragon non jeton entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un token qui est une copie de celui-ci, excepté qu'il n'est pas légendaire si celui-ci était légendaire. » Alors oui, les dragons coûtent souvent cher à lancer, mais comme je le disais, ils peuvent prendre une forme humanoïde depuis l'arrivée des extensions Baldur's Gate, ce qui nous donne maintenant des dragons qui peuvent être du ramp, là où auparavant on devait souvent utiliser des gobelins. Mais ajoutons à ça que comme Yarok, Mirim peut littéralement doubler vos arrivées en jeu, puisque maintenant, vous avez deux créatures qui rentrent. Mais cette capacité la rend simplement meilleure que Yarok, puisqu'elle met aussi deux bodies sur le board. De cette manière, tout dragon qui pourrait être joué par vos adversaires seront meilleurs chez vous. Pour ce qui en est de ceux qui n'ont pas d'arrivée en jeu, les dragons sont très souvent impactants. Impactants au point où en avoir un sur le board, c'est déjà bien souvent suffisant. Les dragons et leurs copies pourront bien souvent apporter la pioche et le mana nécessaire pour que la partie soit gagnée bien assez vite. Pour un adversaire, il faudra donc essayer de s'occuper de Mirim avant qu'une autre créature ne rentre en jeu. Et bien souvent, ça veut dire garder des removals et du mana pour ralentir le joueur. Ce qui veut dire que si Mirim n'est pas joué pendant ce tour, vous aurez perdu du mana. Et donc, vous vous serez mis dans une mauvaise posture. Le problème, c'est que Mirim vous force à vous préparer au pire, et donc à jouer pour ne pas perdre. Sauf que dès que vous jouez pour ne pas perdre, vous ne jouez pas pour gagner. Rajoutons à ça que Mirim est dans de parfaites couleurs pour se protéger, ramper et jouer les meilleurs dragons. Pour résumer, Mirim, malgré un coût de mana assez élevé pour un commandant, sera difficile à déloger à cause de Ward. Elle imposera aux adversaires de jouer de manière réactive, en gardant du mana et des removals afin de ne pas perdre. Revenons à Ward un instant. Cette capacité augmente le prix des removals de vos adversaires, ce qui, de nouveau, ne les avantagera pas. Si ceux-ci n'arrivaient pas à déloger la dragonne, ils devront subir un Yarok surboosté, alors qu'il faut l'avouer, ce dernier est déjà bien suffisant pour plier des games. Elle impose donc à tout adversaire de jouer pour ne pas perdre, plutôt que de jouer pour gagner, le tout en étant dans des couleurs qui ne lui interdit aucune des meilleures cartes pour son thème. La Trill est une elfe 2/3 pour 4, 2 génériques et un Colgari. Elle a la menace. Et même si ça a l'air anodin, la menace rend la Trill difficile à bloquer. En début de partie, puisque vous n'avez pas assez de créatures, mais sur le long terme, elle devient difficile à bloquer parce que vous allez probablement devoir perdre plusieurs créatures pour le faire. Sauf que si la Trill réussit à infliger des dégâts à un joueur, vous pourrez créer autant de tokens elfe guerrier 1/1. De nouveau, on pourrait se dire que les tokens sont petits et peu dangereux, mais ceux-ci permettront, moyennant un petit boost par-ci, par-là, boosts qui ne sont pas rares dans un deck de clan, de devenir une véritable menace. À tel point qu'il serait probable que vos adversaires préfèrent bloquer vos tokens plutôt que la Trill, puisqu'ils n'ont pas la menace. Ils sont la menace, mais non pas la menace. Enfin, j'espère que vous me suivez toujours. Sauf que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque de cette manière, vous créerez encore plus de tokens. La Trill a encore une dernière capacité, celle d'enlever 10 points de vie à chacun de vos adversaires, ainsi que de vous en rendre 10, moyennant l'engagement de la Trill et de 10 autres elfes. 11 créatures à engager, ça a l'air d'être beaucoup, mais je le rappelle, on est dans un deck token, et qui plus est, dans un deck elfe. Et le principe des decks elfes, c'est souvent Elf Ball. Pour ceux qui ne connaissent pas le thème, le but d'un deck Elf Ball est de lancer des elfes qui font du mana. Pour lancer des elfes qui font du mana, pour lancer des elfes qui font du mana, pour jouer une énorme créature qui boostera tous vos elfes. Ils sont souvent des decks qui disposent de beaucoup de créatures. Et si la Trill n'obtenait pas de moyen de renforcer ses elfes, et d'infliger des dégâts pour faire encore plus de tokens, elle a donc une capacité qui pourra lui servir de plan B. Plan B qui pourra devenir un plan A si jamais vous trouviez un moyen de désengager toutes vos créatures pendant les tours adverses. Et tant qu'on en parle, puisque c'est un deck elfe, la Trill est verte. On l'a souligné, mais les decks elfes sont des decks rapides, et qui rampent beaucoup, puisque les elfes disposent souvent d'une capacité de mana. Pour résumer, la Trill jouera très souvent agressivement. Due à ses couleurs, elle sera souvent capable d'être rapide,
puisqu'elle disposera de suffisamment de mana d'orc que pour prendre 1 ou 2 mana d'avance sur vous, et ce même à partir du tour 2. Elle coûte 4 mana, et est donc facilement relançable si jamais quelqu'un essaierait de retirer votre commandant. La capacité de menace de l'Atril la rend difficile à bloquer, que ce soit en début comme en fin de partie. Et si pour diverses raisons vous n'arriviez pas à gagner malgré votre armée, vous pourriez utiliser sa capacité en tant que plan B. On reste dans le même clan un peu plus longtemps, et la plupart des arguments vont être assez similaires, donc on ne va pas spécialement tout réexpliquer. Ezuri est de nouveau un deck Elf Ball, il est donc tout comme l'Atril, capable de prendre assez vite l'avance en termes de mana généré et générable. Vous y verrez donc bien souvent des cartes similaires. Ce dernier est même présent dans l'énorme majorité des decks Latril, sauf qu'Ezuri dispose d'un moyen de protéger son board avec le mana généré, lui permettant d'être le seul elfe à disparaître lors d'un board wipe. Sauf que comme indiqué auparavant, on est dans un deck qui dispose de pas mal de mana, et donc il reviendra très vite sur le terrain. Mais ce n'est pas tout. Tout à l'heure on parlait du souci des decks Elf Ball à terminer une game s'ils ne trouvent pas de moyen de faire grossir leur armée. Sauf qu'Ezuri dispose littéralement d'une capacité qui peut lancer le sort Overrun, et ce en boucle, si vous disposez de suffisamment de mana. En résumé, à l'instar de l'Atril, Ezuri est un deck agressif et capable de prendre rapidement de l'avance sur les autres via des mana d'orc. Ces mana d'orc, impliquant beaucoup de mana, donnent à Ezuri la capacité de ne jamais être très longtemps en dehors du terrain. Ceci le rend aussi capable de protéger votre board grâce à la régénération, le laissant probablement être la seule victime d'un board wipe. Et même s'il ne fait pas de token et ne dispose pas d'un plan B, il est prêt à lui-même motiver les troupes pour exécuter le plan A. Bon, on peut parler de CEDH, mais ce n'est pas le but. Donc parlons du fait que Baleine lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Vous avez remarqué? Moi je trouve ça drôle que le lapin ait exactement la même posture. Bon, on revient au sujet alors. Le lapin est un guerrier. Le sujet, on a dit. J'y venais. Najila permet à chaque guerrier attaquant de créer un jeton 1-1 guerrier engagé et attaquant. Jusque là ça n'a pas l'air bien méchant, si ce n'est qu'à chacune de vos attaques vous allez doubler le nombre de guerriers que vous possédez. Et bon, Najila est elle-même un guerrier, et il n'est pas écrit un autre guerrier, donc elle se compte aussi. Mais ce n'est bien évidemment pas tout, puisque Najila dispose de la capacité suivante. Pour un mana de chaque couleur, désengager toutes les créatures attaquantes. Elle gagne piétinement, lien de vie et célérité jusqu'à la fin du tour. Après cette phase, il y a une phase d'attaque supplémentaire. N'activez cette capacité que pendant le combat. Alors notons que cette capacité ne désengage pas juste les guerriers, elle désengage tout ce qui est attaquant, ce qui en fait un deck qui peut faire autre chose qu'un deck guerrier. C'est là qu'on rentre dans le territoire du CEDH. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas tout, puisque vous l'aurez compris, on peut en abuser pour doubler, quadrupler ou encore octupler les guerriers dont on dispose. Et puisqu'on peut chipoter un peu, avec Cryptolith Rite par exemple, mais il n'est qu'une des nombreuses cartes permettant de le faire, il y a moyen de faire des phases d'attaque infinies, donc là on parle de gagner la game. Et ce directement puisque Najila donne aussi la célérité, comme dit précédemment. Najila est donc un commander 5 couleurs qui permet de désengager toutes vos créatures attaquantes. Si jamais vous vouliez attaquer avec vos mana d'orc, certains d'entre eux permettront de faire 5 mana colorés à eux seuls d'ailleurs. Donc autant vous dire qu'en termes de rampe, vous serez servi. Mais ça c'est comme dans tous les decks verts. En plus de cette rapidité fournie par le vert, elle pourra jouer les meilleures cartes d'interaction liées au bleu, noir ou encore blanc pour protéger son board. Mais elle dispose aussi de l'agressivité fournie par la célérité. Najila est capable de retourner une game en un seul tour par sa capacité à snowball, et ce, même en étant le seul guerrier sur le board. Elle sera aussi une carte combo qui sont souvent d'uniquement 2 cartes, dont une attendra bien sagement dans votre comment zone que vous soyez prêt à terminer la partie. Bon d'accord, Kalia c'est un peu de la triche parce que je vais parler de cartes qui font partie d'un clan, et Kalia fait partie de 3 clans. Toujours est-il qu'elle utilise des cartes plutôt similaires à Mirim, parce que déjà ils ont les dragons en commun. Et de la même manière, elle va tenter d'abuser de leur effet, mais la façon dont ça va arriver sera différente. Kalia tentera de les faire arriver plus rapidement, là où Mirim les fera arriver plus souvent. Ils ont une autre ressemblance, et celle-ci est liée au fait que tous deux forceront vos adversaires à réagir au cast de votre commandant, sinon ils seront probablement en retard sur vous durant toute la partie. De nouveau, on pourrait se demander pourquoi elle vole, mais cette fois-ci c'est un humain, donc on n'a pas vraiment de réponse, si ce n'est, je suppose, pour qu'elle puisse attaquer plus facilement. Afin de réaliser sa deuxième capacité qui permet au joueur de Kalia de mettre un dragon, un démon ou un ange depuis sa main sur le champ de bataille, engagé et attaquant. Alors, retirons directement de nos pieds le fait qu'elle peut être une carte de combo à 2 cartes, qui permet de terminer la partie d'un joueur instantanément, pour simplement venir parler du fait que cette capacité est un bon moyen de rampe, puisque vous n'allez jamais payer le coût de mana pour les cartes qui arriveront grâce à Kalia. Imaginons que vous réussissiez à attaquer avec faire le tour 3, vos adversaires verront apparaître un gros démon,
ange ou dragon qui se dirigera peut-être vers eux. Habituellement, il est plutôt rare de faire rentrer Gisela attaquante au tour 4, pourtant dans Kalia, ce n'est relativement pas rare. Relativement parce qu'il est clair qu'il faut encore l'avoir dans la main pour que cela arrive. Mais vous m'avez compris. Et là, on ne parle que de créatures qui sont dangereuses uniquement par le fait d'attaquer, mais de nouveau, on pourra voir Ancient Copper Dragon rentrer en jeu. Et qui plus est, attaquer directement, ce qui permet de faire pas mal de mana. Ceci n'est pas spécialement lié à Kalia, enfin, si ce n'est qu'elle donne littéralement la célérité à toute carte qu'elle permet de mettre en jeu, puisqu'elles arrivent attaquantes. Grâce à cette capacité, Kalia pourra souvent se permettre de ne pas lancer ses menaces en dépensant du mana, et donc en aura l'intégralité de disponible pour se protéger et ou pour piocher, permettant ainsi d'avoir plus de cartes dans la main pour la capacité de son commandant. Dans le cas où celle-ci ne pourrait pas se fournir dans sa bibliothèque, faute de pioche, Kalia pourra alors caster des créatures supplémentaires pour ne pas passer son tour en ayant tout son mana disponible. Et c'est là que pas mal de gros anges pourront la protéger, ce qui en fait un deck qui est à la fois réactif et proactif, et ce, dans le même tour. Pour résumer, Kalia dispose du vol. Comme ça, elle sera plus difficile à bloquer. Enfin, je vois que ça comme raison de donner le vol à un humain. Enfin bref, elle force tous vos adversaires à jouer réactivement, puisque si vous pouvez attaquer avec elle, vous prendrez de l'avance sur ces derniers, puisqu'elle permet de mettre des créatures sans payer leur coût de mana, et donc d'économiser tout le mana des menaces pour lancer d'autres cartes. Ces dernières seront super utiles pour rester en vie plus longtemps, voire se fournir plus de menaces, ce qui lui permet de faire 2 fois plus de choses pendant ses tours. Elle est donc proactive et réactive. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi capable de donner une pseudo-célérité à toutes les créatures qu'elle va mettre en jeu, en plus d'être une carte de combo, qui de nouveau pourra traîner dans votre command zone. Sur ce, passez une bonne journée, et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.